Diageo, les résultats 2023 viennent de tomber le 30 janvier, donc on va les décortiquer ensemble et on va voir si elles constituent une opportunité d'achat aujourd'hui. Diageo, on est quand même donc sur les produits et boissons alcoolisées, donc on va être sur les mêmes marchés qu'on va pouvoir revoir sur Rémy Cointreau et sur Pernod Ricard, donc elle a à peu près la même destination que ces deux entreprises, c'est-à-dire voilà, vous voyez des oscillations vers le bas et donc aujourd'hui on se paye un petit peu plus de 20 fois les bénéfices. Donc on va avoir un revenu total sur 2023 qui va augmenter de 0,22. Donc là c'est ce qu'on je vois ici, mais donc moi je vais beaucoup plus regarder là. Donc H1, F3, Key Performance Metrics, donc organic volume moins 5,2%, organic net sale moins 0,6%, et donc on baisse notre operating margin. Donc on a un free cash flow qui augmente et donc on doit avoir un fonds de roulement qui a été bon. Prêt exceptionnel IPS, donc on va qu'on baisse. Et intérim dividende, on augmente notre dividende. Donc comment est-ce que ça se joue tout ça? Donc on va aller le voir ici. Nous ce qui nous intéresse c'est les mouvements organiques. Donc on a 573 millions en moins en volume et en price mix on a 500,6 qui nous fait une baisse donc de 0,6 pardon. Organic net sale et donc reported net sale declined 1,4%, donc avec un taux de change moins bon, étant donné que là on est en livre sterling, donc voilà, là après là on le met en millions. C'est-à-dire qu'on est sur Diageo, sur côté à New York Stock Exchange, donc c'est le Diageo sur lequel moi je suis aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire où est-ce que je vais voir que notre revenu net, etc. ont augmenté, alors que pourtant notre, notre marge a baissé, donc on le voit ici. Par contre, ici notre cash flow, on voit qu'il a augmenté avec un fonds de roulement qui avait être possiblement positif. On va le voir là, revenu net, on voit que le revenu net est plus important. On a une dépréciation un peu plus importante qu'on récupère et pourtant l'évolution du fonds de roulement est négative mais moins que les H1 et le H2 2022. Donc assez bon pour cette entreprise à ce qu'on voit. Donc on a notre revenu total qui baisse, notre coût des marchandises qui augmente avec une dépréciation beaucoup plus importante, ça c'est ce qu'on avait vu. Donc un profit brut un peu plus bas, des dépenses d'exploitation encore plus basses aussi, donc un revenu net qui s'établit à 2,21. Avec un free cash flow qui s'établit à 1,57 après avoir payé donc les dépenses d'investissement un petit peu plus élevées que les immobilisations depuis un certain long moment, hein, c'est-à-dire qu'on continue d'essayer de faire de la forte croissance apparemment chez Diageo. Ensuite donc avec notre free cash flow, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser 1,35 en dividende, on va racheter des actions, donc on va émettre de la dette pour pouvoir racheter nos actions. Je vois pas trop l'intérêt, mais à ce niveau-là, voilà, on a une entreprise qui fait ce genre de choses, donc maintenant allez questionner évidemment pourquoi est-ce que le management fait ce genre de choses. Maintenant, operating profit, donc là, on a à peu près ce qu'on a, acquisition, etc. Et organic movement, on voit qu'on baisse notre profit organique. Donc, on a baissé notre marge opérationnelle. Ça, c'est ce qu'on avait pu voir. Donc, on va aller le voir ici dans les statistiques. On voit qu'on a une marge brute séquentielle, hein, c'est-à-dire qu'elle perd environ 400 points ou 300 points tous les 6 mois, je ne sais pas pourquoi. Par contre, on va regarder la marge opérationnelle. Et donc on voit qu'effectivement, on a baissé d'à peu près 100, 160 points, un truc comme ça, donc c'est pas énorme, hein, c'est-à-dire que vraiment, on est sur une entreprise qui arrive à peu près à absorber les coûts, voire que de toute façon, on n'est pas complètement en récession, mais voilà, ça baisse. À ce niveau-là, maintenant, est-ce qu'on va aller pouvoir voir à peu près où est-ce que ça baisse? Donc là, on a le basing earnings per share, Fiscal Group, l'Outlook, voilà, on va quand même essayer de la regarder. Medium term guidance, il pense que les fondamentaux, etc. et l'expectation des bénéfices de l'international continuent de gagner des parts de marché au total sur la premiumisation des marques. Et les trends continuent d'être un investissement et marketing innovation, donc ça a l'air d'être intéressant. Ils disent qu'ils sont bien positionnés sur les prix et sur les régions. On va continuer à délivrer notre marchandise, on continue à investir avec certains leverage dans nos volumes de management capabilities, et donc ils continuent d'avoir, voilà, donc ça a l'air d'être assez intéressant. Ils pensent qu'à peu près au medium terme on aurait une augmentation de 5 à 7%, donc en organic net sale growth, donc ils ne nous expliquent pas à peu près si ça va venir des volumes ou si ça va venir de l'augmentation des marges, mais à ce niveau-là, normalement, les prix ont déjà augmenté, donc je ne sais pas si, même si politique de prémonisation, ça veut dire que les prix vont augmenter normalement, donc je pense qu'on va plutôt se diriger vers une augmentation des prix qu'une augmentation des volumes, en tout cas tant que c'est pas écrit à ce niveau-là. Donc Business Review North America, donc ça continue à baisser du weaker organic performance, c'est-à-dire qu'on dit que c'est à peu près assez faible au Canada, à peu près, et voilà, on voit que il y a quand même une augmentation de Diageo Beer Company aux USA. Et donc price mix, on voit que ça a augmenté de 1% avec 3% de moins en volume. Voilà, surtout dans le vodka et le rhum. Donc ça c'est aux États-Unis. Donc on voit à peu près à quel niveau est-ce qu'ils sont positionnés. On voit que c'est surtout les spirits où là où il y a une baisse. Après on voit que bon,
la bière c'est quand même assez peu, hein. On voit que c'est surtout US Spirit sur lesquels ils sont présentés, donc en termes de catégorie, donc c'est quand même beaucoup. Maintenant, à voir, est-ce que c'est ça qui va les faire tenir sur les prochaines années ou pas. Ready to drink, donc ça c'est les nouveaux trucs hein, qu'ils avaient mis, c'est-à-dire en mode, vous avez directement la vodka avec, je sais pas, du jus de pomme, avec ce que vous voulez, du coca, etc. Europe, report CNU 10%, drivé par hyperinflation justement, surtout en Turquie, avec une organic growth, donc là je pense, voilà, double digit en Turquie, et high single digit growth en Grande-Bretagne et en Irlande. Et une baisse en Europe de l'Est, donc maintenant à peu près sur quoi est-ce qu'on est positionné, on voit que là on est extrêmement bien diversifié, ça c'est génial, mais, enfin en termes de pays, mais en termes de spirit, c'est là-dessus qu'on va aller faire le plus d'argent, donc on le voit à ce niveau-là quand même, on a quand même une bonne partie bière étant donné que on est en Europe, mais voilà, spirit c'est là-dessus où on va aller marger le plus normalement, en tout cas dans ces pays-là, donc ça pourrait être assez intéressant en soi, à ce que je vois. Et ensuite Asie-Pacifique, on a une augmentation de 2% à peu près. On voit qu'en Inde, on a une augmentation de 9%. Et donc on nous dirait double digit gros pour le whisky et le scotch. Donc on continue pour les spirits. Et donc on voit que là aussi, c'est effectivement là, on a le plus de parts de marché dans les spiritueux. Surtout en Inde, en Chine, etc. Donc après, je vais aller voir quand même en Chine, est-ce que ça baisse ou pas. On voit que non. Il n'y a pas l'air d'avoir Après là, je sais pas sur quoi on est exactement, hein, donc je vais quand même le voir à ce niveau-là. Net Sale Growth 18%, surtout la grosse demande sur les spirits blancs, et ça nous montre un recovery sur la trend, donc à peu près du Covid-19 restriction. Donc en soi, on est pas mal. Par contre là, Australie, on voit qu'on a une baisse, mais après Australie, ça représente quoi? Australie, ça représente, à ce niveau-là, ça représente quand même au moins 10% de nos ventes, mais ça c'est peu. Donc on se diversifie surtout dans les spirits, donc maintenant voilà, faut faire attention. Et là ensuite on a Latin America et Caraïbes qui baisse de 18% et une baisse de 23% organique en volume, c'est-à-dire que vous voyez qu'effectivement le groupe est extrêmement résilient à certains endroits où il va faire de grosses croissances, à des endroits où il va rien faire du tout et des endroits où il va perdre énormément, et operating margin qui baisse de à peu près 10 points de pourcentage, donc c'est énorme. Et ensuite on baisse nos marketing investment, donc potentiellement là-bas il y a assez peu de croissance, hein, on le voit ici. Il y a quand même eu strong double digit pour le scotch et les brands, et qui voilà. Après donc là je vois pas exactement pour le Brésil, parce que là on nous dit qu'il y a une grosse double digit qui monte là aussi, et pourtant net sale qui baisse de 27 et 28%, 29% ici, 22% ici. Donc là c'est énorme en fait, hein, mais après bon, on baisse aussi nos coûts, ce qui nous fait quand même gagner un peu plus d'argent en soi, et donc on le voit à 23% et au final 10% de baisse. C'est-à-dire vraiment qu'on est aussi sur une entreprise qui est vraiment basée sur les spiritueux, donc on voit que c'est ce qui représente le plus de son chiffre d'affaires. Donc maintenant, à faire attention. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner, et moi je vous dis à bientôt.